Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. 19h13 sur Europe 1 et quel plaisir d'entamer les débats ce soir en compagnie de mes deux chroniqueurs de ce dimanche, Jules Torres, journaliste politique au JDD, et Paul Melun, écrivain, essayiste. Comment allez-vous tous les deux d'abord ? Écoutez, comme un dimanche. Comme un dimanche. Alors, un dimanche ensoleillé. Un dimanche ensoleillé. Un dimanche au soleil, c'est une chance qu'on n'aura jamais, Jules. Non mais Jules Torres, il travaille le week-end, il faut dire. Ce qui est au JDD, il travaille surtout le week-end. Moi, je travaille pas le week-end. Paul Melun, il est tranquille dans son château des Deux-Sèvres. Château. C'est une petite maison. Dans sa bâtisse. J'ai pas votre salaire, Jules. Je me contente de ce que j'ai. Voilà. Bon, on sera rejoint dans quelques instants de notre invité d'Europe 1 Soir Week-end, Hervé Morin, qui sera avec nous, président de la région Normandie, ancien ministre de la Défense. J'aimerais qu'on revienne sur cette photo de famille qui tranche avec l'image que l'on a gardée de sa dernière visite vendredi à Washington. Volodymyr Zelensky entouré d'une douzaine de dirigeants européens, mais également du Premier ministre canadien Justin Trudeau, lors d'un sommet à Londres annoncé comme crucial sur la sécurité en Europe. Paul, Jules, ce sommet, il était prévu depuis plusieurs jours. Il a pris une toute autre tournure après l'entretien de vendredi à Washington entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, Paul. Mais parce que les tensions ont été telles entre le président des États-Unis, Donald Trump, et Zelensky, qu'aujourd'hui, on pourrait presque qualifier Trump de père fondateur de l'Union européenne. Il nous a donné une formidable piqûre de rappel et nous a rappelé que, le monde, c'était pas la fin de l'histoire, ce que disait Francis Fukuyama, que le monde, c'était un monde compliqué, avec des ennemis, avec des puissances belliqueuses, avec des impérialismes comme la Russie, comme la Chine, et qu'on pouvait plus compter sur le grand frère américain. Et on a fait cette erreur terrible, là je vois que Madame von der Leyen change d'avis, on a fait cette erreur terrible de se mettre sous le parasol américain, sous le parasol otanien pendant des décennies, considérant qu'il n'y avait pas besoin d'armée, qu'il n'y avait pas besoin d'investir dans nos armées. On critiquait même la France qui gardait un outil de défense important. Ce sera intéressant d'en parler avec Hervé Morin parce qu'il a été ministre des Armées et qui sait que nous, la France, on a fait un peu exception en Europe face à cette Europe du désarmement. Et bien là, aujourd'hui, quand on voit un Donald Trump qui, moi j'ai trouvé Donald Trump extrêmement méprisant à l'égard de Zelensky, j'ai trouvé qu'il avait foulé aux pieds tous les principes élémentaires de la diplomatie et que ça nous rappelle à quel point il faut organiser nous-mêmes notre sécurité. Donc ce sommet, oui, il est crucial. Il est crucial parce que Zelensky est venu chercher en Europe ce qu'il n'a pas trouvé aux États-Unis. Aux États-Unis, il se fait qualifier de dictateur par Donald Trump et Donald Trump nous dit qu'il va faire un deal avec les minerais, etc. et avec Vladimir Poutine et il escamote complètement Zelensky, quoi qu'on pense de lui. Moi, je suis pas le fan club de Zelensky et je vois bien ses défauts. Est-ce qu'on n'a pas d'une certaine façon caricaturé aussi cette rencontre de vendredi entre Donald Trump et quand on regarde dans l'intégralité, quand on regarde les 50 minutes, ce que j'ai fait et ce que je ne doute pas que Paul Melun a fait, on voit que c'est plus complexe que ça, que les 40 premières minutes se passent plutôt avec un ton plutôt cordial. C'était froid dès le début. C'est froid dès le début, mais c'est cordial, c'est de la diplomatie. Mais ce qui se passe, c'est un petit peu dégénéré. C'est quand Volodymyr Zelensky a menacé Donald Trump en lui disant que la Russie pourrait un jour traverser l'Atlantique et menacer directement le continent américain. Et c'est à ce moment-là que les échanges sont devenus très houleux et les échanges sont sortis du cadre diplomatique. La réalité, Jules, c'est qu'on n'est pas habitué à assister à ce type d'échange. C'est sûr. Dans le bureau ovale, les caméras, la presse, d'habitude n'assiste pas. Et c'est là où il faut dire quelque chose, c'est la spécificité de ce cénacle-là. On avait deux hommes de télévision en réalité. Dans le bureau ovale. Donald Trump, c'est un homme de télévision. Volodymyr Zelensky s'est fait connaître en Russie puis en Occident grâce à la télévision. Donc c'est pas deux hommes politiques comme Hervé Morin. Ce sont deux hommes de télévision, deux showman. Et on voit en fait finalement que deux showman avec un niveau de tension, ça peut donner ce genre d'image. Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir. Merci de nous rejoindre ce soir sur Europe 1. On m'avait dit 19h15, je suis arrivé à 19h15. Parfait. Vous êtes à l'heure, président de la région Normandie, ancien ministre des Armées, Hervé de la Morin. Défense à l'époque, ça s'appelait. Ancien ministre de la Défense, d'ailleurs. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est Paul Melun qui m'a induit en erreur. Ça veut dire la même chose. Non, pas tout à fait. Alors, quelle est la différence, justement ? Les armées, c'est-à-dire que quand Emmanuel Macron a décidé que c'était des ministres des armées, en quelque sorte, c'est une réduction du champ. Oui, c'est vrai. Exactement. Ça n'est pas par hasard. Hervé Morin, ça correspond bien au personnage, quoi. Ma première question ce soir. Hervé Morin, les États-Unis sont-ils encore nos alliés ? Ce qui est sûr, c'est qu'on assiste peut-être à un moment où le monde est en train de changer, où l'équilibre géostratégique est en train de changer.
est-ce que, vous savez, les Américains ont fini par oublier quand même un certain nombre d'éléments de l'histoire. C'est que les Américains ont mis beaucoup de temps avant d'intervenir lors de la Première Guerre mondiale. Ils ont mis beaucoup de temps avant d'intervenir à la Seconde Guerre mondiale. Ils nous ont raconté d'immenses bobards au moment de l'Irak, pour prendre cet exemple-là. Bon, donc il faut... Et en même temps, ils ont été là, alors le Normand qui le sait plus que les autres, le 6 juin, et ils ont assuré, malheureusement, j'ai envie de dire, la sécurité de l'Europe à un tel point qu'on a des pays qui sont dans la résignation la plus complète, qui n'ont jamais voulu faire d'efforts en matière de sécurité, qui n'ont jamais considéré que leur propre sécurité, la sécurité de leur continent, et c'était d'abord leur affaire. Tout ça a été... moi, j'ai été au gouvernement pendant 3 ans et demi. J'ai fait des efforts gigantesques pour essayer de bâtir des propositions en matière de défense, puisqu'en plus on a eu la présidence française de l'Union. En réalité, les seuls pays avec lesquels on a pu faire ça, c'est avec les Anglais, oui, voilà. Avec le traité de Lancaster. Mais les Allemands ont toujours été résignés, les Allemands ont toujours été des atlantistes absolus. Et d'ailleurs, quand ils font des efforts en matière de défense, ils achètent des F-35 américains. Ça, c'est vrai. Et les Polonais, pareil. Et pour que vos auditeurs le sachent, si les Américains décident que les F-35 ne volent pas, les Américains peuvent ne pas les faire voler. Ils restent au sol. Bon, donc en clair, on a eu l'esprit de Munich pendant 50 ans, avec des pays qui entendaient les Américains dire il faut partager le fardeau, qu'ils ne voulaient pas partager, avec grosso modo 2 pays qui faisaient un effort de défense significatif, les Britanniques et nous, et les autres qui considéraient que toute initiative européenne qui pourrait nous emmener vers un peu plus d'autonomie stratégique devait être combattue. Je prends un exemple simple. L'état-major de planification, c'est une bricole technique quand je vous vois, mais ça n'est pas une bricole technique, c'est la capacité de conduire par nous-mêmes des opérations militaires. Aujourd'hui, en Europe, si vous voulez conduire une opération militaire, vous devez faire appel à l'OTAN parce que nous n'avons pas d'état-major de planification. Et les Allemands, les Polonais, les Hollandais, n'en parlons même pas, tout ceux-là ont toujours dit non, c'est pas notre affaire, on est bien au sein de l'Alliance. Hervé Morin, il y a pourtant un élément sur lequel tout le monde semble être d'accord concernant le conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est même Donald Trump qui l'a répété cette semaine, il faut stopper le bain de sang. Bah oui, bien sûr. Vous vous rendez compte que là, vous êtes, d'une part, c'est des centaines de milliers de morts et de blessés. C'est un pays dévasté. Vous vous rendez compte des enfants kidnappés. Enfin bref, l'horreur absolue, des femmes violées. Enfin, c'est des prisonniers. J'ai lu, je sais plus dans quel article de presse, qu'on est en train de fusiller les prisonniers. Bon. Donc bien sûr, parce que là derrière ça veut dire qu'on crée les conditions pendant des décennies de haine. Vous voyez ? Donc bien sûr qu'il faut que ça s'arrête, mais ça peut pas s'arrêter à n'importe quel prix, quoi. Il faut que ça s'arrête dans le cadre d'un accord où on respecte la souveraineté de l'Ukraine et où globalement les Russes retournent. Ça veut dire que les Russes garantissent la sécurité de l'Ukraine à travers l'accord de paix qui est signé, quoi. Ça veut dire que vous êtes sur la même ligne que celle du président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a répété aujourd'hui. C'est l'agresseur, c'est les Russes. Ça fait pas d'autre. Dans le JDD, pas une volonté de paix, une paix juste et durable, mais pas de capitulation de l'Ukraine. Vous êtes sur cette ligne-là. Oui, pourtant. Ça n'est pas naturel chez moi d'être Emmanuel Macron, mais les grands esprits se rencontrent ce soir. Emmanuel Macron qui a également lâché une phrase qui a fait l'effet d'une bombe, sans faire de mauvais jeu de mots, en déclarant être prêt à rouvrir le débat sur une dissuasion nucléaire européenne. Hervé Morin, ce qui conviendrait à un partage de notre parapluie nucléaire avec nos voisins, puisque nous sommes le seul, rappelons-le, le seul pays de l'Union européenne à disposer de l'arme atomique. Tout d'abord, c'est pas l'Union européenne qui sera l'élément intégrateur d'une Europe de la défense ou d'une architecture européenne de la sécurité. On peut pas bâtir une architecture européenne de la sécurité sans les Britanniques. Et c'est pas avec la bureaucratie européenne qu'il faut le faire. Ça se fait entre nations européennes. Le traité de Lancaster, qui est le seul accord militaire de sécurité réel qu'on a signé en 2010, c'était un traité entre la France et le Royaume-Uni. Donc ça fait aucun doute là-dessus. C'est pas l'Union européenne. C'est des nations souveraines qui décident ensemble
de bâtir des capacités militaires, des programmes d'armement, etc., de la recherche et développement. Premier point. Deuxième point sur la dissuasion. J'ai vu les déclarations de posture politicienne sur le sujet. Franchement, là encore, je vais vous étonner. Emmanuel Macron a dit, dans d'autres mots, ce que tous les présidents de la République française ont dit. La France a toujours dit, depuis au moins François Mitterrand, que notre dissuasion ne s'arrêtait pas à nos frontières, que nos intérêts vitaux ne s'arrêtaient pas à notre frontière. Sébastien Lecornu l'a dit un peu différemment. Oui, il a redit différemment. Il a précisé parce que c'est vrai que c'était on pouvait, si on décidait de vouloir créer la polémique, on pouvait dire patati patata. Mais au bout du compte, depuis François Mitterrand, tous les présidents de la République successifs ont dit nos intérêts vitaux ne s'arrêtent pas à nos frontières. Et bien entendu, nos intérêts vitaux qui par nature ne sont pas définis puisque c'est l'incertitude stratégique aussi qui est la force de la dissuasion, en quelque sorte, si on attaque l'Allemagne, nos intérêts vitaux sont mis en cause, quoi. Vous voyez, c'est grosso modo ce que les présidents de la République successifs ont dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour que les Français comprennent, pour que les auditeurs comprennent? Qu'est-ce que ça veut dire le partage? Mais le bouton, il est français. Le bouton reste français. Ah oui. Non, mais il y a une seule chose. Moi, je suis européen, hein. Il y a une seule chose que je ne confierai jamais, c'est ma sécurité aux Européens. Oui. C'est sûr. Mais quand on écoute... Je veux que ça soit la démocratie française, avec son président de la République, qui assure ma sécurité. Hervé Morin, lorsqu'on écoute... C'est bien de le clarifier, parce que il y a un débat là-dessus, je suis d'accord avec vous. Non, mais lorsqu'on écoute le président de la République, cette précision n'est pas forcément claire. Peut-être, vous avez raison. Il a été d'ailleurs, il avait été maladroit une autre fois sur la question de la dissuasion, je sais plus sur quoi, il y a 1 an ou 2. Mais ce qui est sûr, c'est que le bouton reste français. Il doit rester français. J'en profite pour dire que la dissuasion, c'est pas non plus une question de volume. C'est ce que les militaires appellent une arme de signification. C'est-à-dire une arme qui, clairement, pose un pays. Et indique qu'on est en capacité de pouvoir commettre des dégâts irréparables à un pays qui voudrait nous agresser. Mais en clair, il n'y a pas besoin d'en avoir des centaines de missiles pour que ça marche. Donc ça veut pas, on n'est pas sur un système dans lequel il faut qu'on dise aux Allemands, il va falloir nous payer une partie de notre dissuasion, etc. On a largement, à travers nos programmes de dissuasion, plus les Britanniques, n'oubliez pas, nous avons de quoi assurer une dissuasion du continent européen dans sa part occidentale. Après, il y a d'autres programmes, il y a notamment tout ce qui est des boucliers antimissiles, où là encore, les Allemands ont fait le choix des Américains et des Israéliens, alors qu'il y avait une proposition française. Une proposition française, italienne et britannique, d'ailleurs. Donc, c'est d'abord une question de volonté. Alors, très bien, on est content de voir que les Allemands, tout d'un coup, commencent à l'exprimer. Mais honnêtement, la dissuasion, tous les présidents de la République ont tenu un discours en disant que notre dissuasion était aussi au service de la souveraineté et de la sécurité de l'Europe. Hervé Morin, l'actualité de ce week-end, c'est bien sûr ce sommet à Londres dont on parle. C'est bien sûr cette rencontre aussi tendue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Sauf que tout ça a peut-être quelque peu éclipsé un autre sujet, et non des moindres, un sujet qui pourrait déclencher une crise majeure au sein du gouvernement. Vendredi, Emmanuel Macron a reculé une fois de plus face à Alger en désavouant son Premier ministre et son ministre de l'Intérieur. Pour lui, pas question de toucher aux accords de 68, accords qui, pour rappel, confèrent un statut particulier aux Algériens sur notre territoire. Hervé Morin, à quoi joue Emmanuel Macron sur ce dossier d'Algérie? Il joue sa note, sa petite note, sa musique, comme tous les présidents de la République qui sont en cohabitation, jouent. Alors, il surjoue médiatiquement. Alors, on assiste à des choses quand même assez curieuses. On a eu un président de la République qui faisait visiter Notre-Dame pendant une journée. Qu'est-ce qu'on a eu dernièrement là avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on attend ça d'un président de la République? Certainement pas. Enfin bref, peu importe. Donc, il joue. Pour essayer de se rabibocher avec les Français, si je puis dire. Mais est-ce qu'il ne joue pas un jeu dangereux? Et puis là, il joue sa musique, sa note
voilà, pour essayer de réexister dans une période où on a tendance à considérer que c'est plus avec lui que ça se joue, quoi. Et d'ailleurs, ça ne se joue plus avec lui au sens qu'en 2027, il sera pas candidat. Mais en désavouant Bruno Retailleau, est-ce qu'il ne risque pas de le voir claquer la porte, de se mettre à dos toute la droite, une grande partie de son gouvernement? Moi qui ai beaucoup d'affection pour Bruno Retailleau, et si j'étais républicain, je voterais pour lui. À l'élection des LR. Votre carte encore. Oui, il vous reste encore un peu de temps. Mais c'est Bruno Retailleau, vous savez la qualité première de Bruno Retailleau, c'est que c'est un type qui tient parole, c'est un type qui ment pas, et c'est une personne qui globalement est un homme avec lequel on peut avoir confiance. C'est beaucoup, hein. Et si c'est beaucoup, hein, et voilà. Donc Bruno Retailleau, il a besoin de rester au ministère de l'Intérieur à l'heure actuelle pour démontrer ce qu'il a envie de faire, ce qu'il ne pourra peut-être probablement pas faire en tout, mais très clairement d'afficher sa singularité si tant est il a envie d'être candidat à la présidentielle plus tard. Jules Torres. Oui, mais on voit bien que Bruno Retailleau, notamment sur la question algérienne depuis maintenant quelques semaines, il met en scène une sorte d'impuissance, notamment lors de l'affaire Doualem, notamment lors de cette histoire-là. Et c'est vrai que quand Emmanuel Macron désavoue et son ministre de l'Intérieur et son Premier ministre, est-ce que lui-même ne prend pas un grand risque? C'est-à-dire que s'il y a des missions, par exemple, de Bruno Retailleau, on sait que c'est une idée qu'il a dans sa tête depuis qu'il est arrivé à Beauvau, le gouvernement tombe puisque la droite quitte le gouvernement, et à ce moment-là, c'est Emmanuel Macron qui est pointé du doigt. Nous sommes d'accord. Et donc, ça multiplie les appels à la démission, et je crois que vous avez été un des premiers, d'ailleurs, à mettre le doigt sur ce sujet. Moi, j'espère que les Français pourront voter le plus rapidement possible pour un nouveau président de la République. Ça fait pas de doute. Merci beaucoup, Hervé Morin, d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce soir, président de la région Normandie et ancien ministre de la Défense. Voilà, très bien. Je vous fais le mal est rectifié. C'est rectifié. On fera Merci Hervé Morin. On va poursuivre nos débats dans un instant en compagnie de Paul Melun et de Jules Torres, mais juste avant, il est quasiment 19h30. Toute l'actualité de ce dimanche soir, c'est tout de suite dans le journal permanent.